Bonjour tout le monde. Alors après de nombreux commentaires sur la dernière vidéo, d'ailleurs merci beaucoup, je l'ai dit tout ça, mais ça a été voté et décidé. Dans cette vidéo, on va confronter les présidents français et russes. Descends un peu le dire, descends un peu. И мы по праву. Mais on va surtout parler des anciens présidents. Parce que pour Macron et Poutine, en fait, vu qu'ils sont toujours en place, on n'a pas assez de recul et de conclusion sur ce qu'ils sont en train de faire là. Même si on a des petites hypothèses. Et en plus, j'imagine que si je parle d'eux, ça va trop se clasher dans les commentaires, ça va parler politique et tout, et je veux pas de ça. Et aussi, parce qu'avec l'histoire des anciens présidents, on comprend beaucoup mieux ce qui est en train de nous arriver là. Et je vais pas non plus faire une biographie détaillée de chaque président, non, ça va être trop long. Il y a Wikipédia pour ça. Non. Ici, on va parler des informations les plus intéressantes et les plus croustillantes. Ouais, genre les scandales, les bad buzz et les coups de génie. Je vais vous donner des anecdotes à raconter autour de vous après, hein, pour passer pour quelqu'un d'intéressant. Parce qu'il y a des histoires, je vous jure, tu croirais jamais que c'est arrivé à un président. Dans les commentaires, un petit jeu comme d'habitude, on va trouver de quoi t'aurais pu être le président. Dans cette grille, donc le premier pays ou mot que tu vois, donc tu commentes président 2 et le mot que t'as trouvé. C'est psychologique, c'est le premier truc par lequel t'as été attiré inconsciemment. Et tu me dis, est-ce que t'aurais vraiment été un bon président de ce truc ? Est-ce que ça te ressemble ? Et commentez vraiment en masse, hein, tout le monde. Hein. Parce que là, j'ai besoin de ton soutien. Là. Ah ouais, d'ailleurs, like s'il te plaît aussi, parce que, en fait, ça prend à peine quelques secondes, mais ça fait tourner la vidéo. Et en plus, ça fait des discussions marrantes dans les commentaires. Moi, j'adore ça. Ah ouais, moi, je vais vous lire et vous répondre. Hein. Je vais surveiller que tout le monde ait bien commenté. Bien sûr, faites-le si ça vous fait plaisir. Et maintenant, mes chers compatriotes, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les présidents français et russes ? Alors... c'est parti. Mikhaïl Gorbatchev. Alors on va y aller chronologiquement. Et donc on commence par Mikhaïl Gorbatchev. Comme vous le dites en France, Mikhaïl Gorbatchev. Donc le premier et le dernier président de l'URSS. C'est vrai que dit comme ça, on dirait qu'il a présidé genre pendant tout l'URSS. Alors non, en fait c'est le premier mec qui a instauré le blase de président. Parce que oui, avant lui, en Russie, il n'y avait pas de président. Pendant l'Empire russe, il y a eu des tsars et des empereurs, et pendant l'URSS, il y a eu des secrétaires, ouais. Ouais, Staline, par exemple, c'était le secrétaire général de l'URSS. Ah ouais, secrétaire, ça n'avait pas du tout la même réputation que maintenant. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Alors, en 1985, Gorbatchev, lui aussi, a d'abord été élu comme secrétaire général. Enfin, élu. C'était des élections avec un seul candidat. Hein ? Gros suspense, quoi. Et plus tard, en 1990, il entreprend une réforme constitutionnelle. En fait, il crée un poste de président de l'URSS, ce qui diminue en fait ses pouvoirs. Ah oui, parce que Gorbatchev, bizarrement, c'était pas un avare du pouvoir. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, surtout pour sa tache sur le crâne. Ouais. Et en plus, il y a eu tellement de rumeurs qui disent qu'elle était factice. Non, c'est complètement con. Pourquoi il ferait ça ? Non, c'est une vraie tâche de naissance. D'ailleurs, nous aussi en France, au gouvernement, on a plein de tâches. Et l'autre raison pourquoi il a marqué l'histoire et les gens, c'est parce qu'il a démarré la perestroïka de l'URSS. C'est-à-dire énormément de changements dans les lois, des décrets, dans la Constitution. C'est un véritable vent de réforme qui souffle sur l'Union soviétique en ce moment. Ah, comme dirait Hollande, la perestroïka, c'est maintenant. Il a interdit l'alcool. Dès le début de son mandat, déjà il a introduit une loi qui interdisait quasiment l'alcool. Son slogan c'était « La sobriété, c'est la norme ». Alors, c'est vrai que depuis mon infarctus, je suis assez d'accord avec lui. Ils ont fermé énormément de magasins d'alcool et détruit carrément des champs de raisins. C'est comme si on pouvait rien faire d'autre avec des raisins, juste les manger ou faire des raisins secs. Le bon point, c'est qu'effectivement, ça a fait baisser le taux d'alcoolisme et de décès. Mais malheureusement, ça a aussi fait émerger le commerce d'alcool frelaté, le trafic de drogue et d'autres trafics illégaux. Comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans ma vidéo sur la mafia. Un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, hein, où la mafia a commencé à apparaître en fait après la prohibition de l'alcool en 1920. Il a arrêté des guerres et des conflits. Ce qui est assez étonnant pour un président URSS,
mais en fait, il était vachement woke. Son mot préféré, c'était glasnost. Glasnost, ça veut dire transparence. Ça veut dire aussi discussion franche et ouverte des problèmes. Il a commencé par dénoncer plein de mauvaises décisions et d'erreurs de ses collègues dans le passé, un peu comme Jacques Chirac qui a reconnu les crimes passés de la France. Bah lui c'est pareil. Il a libéré des opposants politiques, autorisé des artistes interdits, fermé les goulags, et il a arrêté la guerre en Afghanistan. Il a réduit aussi les stocks de bombes nucléaires. Il a demandé sa réduction dans le monde entier. Mikhail Gorbatchev a lancé une rafale de propositions de désarmement, comme il l'a encore fait le mois dernier en proposant le retrait d'Europe de tous les euromissiles. C'est grâce à lui qu'on a cassé le mur de Berlin aussi. Alors non, il était pas là avec son petit marteau comme ça pour casser, mais en fait c'est juste qu'il n'a pas intervenu militairement, tu vois, il n'a pas envoyé de chars pour punir ces Allemands qui l'ont fait. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990. Il a fait la une de 15 journaux américains comme Times, Newsweek et d'autres, dont 2 l'ont nommé carrément l'homme de l'année. Ah, il représentait la fin de la guerre froide en fait. C'est lui aussi qui a ouvert le rideau de fer. Donc les gens en fait ont commencé à voyager. Il a autorisé le libre entrepreneuriat et l'importation des business de l'étranger. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à l'ouverture du premier McDonald's de l'URSS. Ah, vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans une vidéo, genre c'était le McDonald's le plus grand du monde. Et aujourd'hui, bah c'est plus un McDonald's. Il a joué dans des publicités. Et Gorbatchev lui-même a joué dans des publicités. Comme par exemple la publicité de Pizza Hut. Pizza Hut. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Elle est considérée comme une des meilleures publicités de leur carrière. Bon, c'est vrai que c'était à la fin de son mandat de président. Mais quand même, c'est vachement étonnant de voir genre, un ancien président dans une pub. Bon, en même temps, vous allez me dire, Angela Merkel l'a fait aussi pour Ikea récemment. Donc ça se vaut. Sauf que lui, il s'est pas arrêté à une seule pub. Non. Il est parti beaucoup plus loin. Il a fait une pub pour les trains australiens. Puis même pour Louis Vuitton. Mais voilà les placements de produits qu'il a fait. Il était signé chez Magali Berda ou quoi? C'était un influenceur avant l'heure. Mais malheureusement, même s'il était assez bien vu en Occident, en URSS, c'était pas du tout le cas. En fait, il était à la tête d'un État en chute libre, économiquement et socialement. Les changements qu'il a commencé à entreprendre auraient dû commencer il y a très longtemps. Et en essayant de tout changer beaucoup trop rapidement, et en plus en faisant des erreurs, bah il a conduit l'URSS à sa fin. Gorbatchev veut aller trop fort et trop vite, disent ses opposants au sein du parti. Il répond, lui, qu'il ne fera pas marche arrière. Et c'est ce qu'on lui reproche le plus. Il y en a même beaucoup qui pensent que c'était un agent secret des USA qui était implanté en URSS, genre pour mettre fin à l'URSS. Ça c'est vraiment ridicule et limite insultant pour lui. Parce que je vous jure que lui, il s'est battu pour que l'URSS puisse durer le plus longtemps possible. Du coup, en observant tous ces échecs, ses opposants, en fait, des communistes conservateurs, qui voulaient pas de ces changements novateurs là, eh ben ils lui ont préparé un coup d'état. Un putsch, comme on dit. Mais finalement, ils ont été arrêtés par Boris Yeltsin, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Et après ce qui s'est passé, Gorba, il a senti que la fin de l'URSS était inévitable. En plus, 4 mois plus tard, le 8 décembre 1991, Boris Yeltsin a signé en fait les accords de Minsk. En fait, ce qui marquait vraiment la fin officielle de l'URSS. Et sans en parler à Gorbatchev, qui était en fait son patron à la base. Mais Mikhail n'a pas voulu se battre contre lui, les faire tous arrêter ou tuer, parce qu'officiellement il pouvait. Parce que je suis faible. Je n'ai coupé aucune tête. Il a préféré les laisser faire. Comme je vous ai dit, il n'était pas avare du pouvoir. Et donc, 17 jours après ça, le 25 décembre 1991, il a officiellement annoncé sa démission. Ce qui est marrant, c'est que pendant 17 jours, du coup, il a été un président d'un État qui n'existe pas. Il est parti le 25 décembre, pour Noël. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il faudrait un président un peu de ce type-là, prochainement en Russie, là. C'est-à-dire un mec qui soit pour la paix, pour la liberté, pour les changements, et surtout qui soit pas avare du pouvoir. Jacques Chirac. Et on poursuit avec Jacques Chirac, Jaco, une des personnalités politiques préférées des Français. C'est en quelque sorte le dernier président qui
qui incarnait le bon cliché français. Ça rose, effectivement, Madame Pommier, vous nous mettrez un peu de champagne. Je ne vois que de la terre. Tranquille va, monsieur Couder, ça va? Santé, ça se maintient? On fait des pommes pour faire un petit cidre. Mais je vous ai commencé. Non, mais on les ouvrira pas toutes. En fait, quand on voit ses manières, ses façons de se comporter, ses citations et surtout sa façon de parler, bah, ça rend un peu nostalgique d'une France à l'ancienne. Une France dont j'étais tombé amoureux dans les vieux films que je regardais. Mais avec les règles et les mœurs d'aujourd'hui, il se serait fait cancel, mais depuis longtemps. À l'époque ça passait, mais aujourd'hui tu serais dans la sauce. Comme Gorbatchev, Jacques était un politique très proche du peuple, dans sa façon de se comporter et de parler. Tu te fais pas de bile, toi? Non, je suis comme toi. T'as un bon placement? Oui. Il aime les libertés et il n'aime pas l'oppression. Hein, comme par exemple lors de son pétage de câble à Jérusalem quand les militaires en fait poussaient des gens et des journalistes. C'est encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. Ah, j'ai eu la même réaction quand j'ai appris qu'il n'y avait pas la sauce pomme frite au McDo aux États-Unis. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Ah, on le croirait vraiment sincère, c'est proche du peuple. Et après, il y a d'autres vidéos où tu le vois et tu te rappelles qu'en fait, il est politique, hein, et peut-être qu'il n'est pas si sincère que ça. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? C'est gentil. Ah, merci, ça c'est gentil. Ah oui, quand il dit merci, il est presque aussi sincère que Relsan. Je voulais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis en vie. Ah bah merci, ça fait trop plaisir, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Gentil, j'ai pris une sortie juste pour toi. Trop bien, merci, c'est trop gentil. Et aussi, j'adore quand il fait semblant de connaître les noms des joueurs de foot. C'est juste magnifique. Ah ben, c'est pas comme Macron, hein. Lui, les joueurs de foot, il connaît même les surnoms. Début dans la politique. Alors, revenons un peu sur sa carrière politique. Bon, je vais pas tout raconter, mais bon, il a grimpé assez rapidement les échelons jusqu'à devenir très proche du président Pompidou. Il appréciait beaucoup Jacques, il l'aimait beaucoup, il le considérait un petit peu comme son poulain. Et en même temps, je le comprends, parce que Jaco, il mettait ses couilles en jeu. Comme par exemple pendant la crise de mai 68. C'est des grosses manifestations organisées d'abord par les jeunes étudiants, puis ça commence à partir vraiment en révolution lorsque les ouvriers les rejoignent. L'État a vraiment commencé à flipper. Ah ouais, c'était un peu genre le rêve des gilets jaunes. Et Jaco est parti à la rencontre des révolutionnaires pour négocier. Et il est parti quand même avec un flingue à la ceinture. Genre, au cas où. C'est donc armé, et sous le nom de code de Monsieur Walter. Ah ouais, c'est Walter White, ouais. En fait, il faisait des gros efforts, et ça payait. Chirac était un homme qui savait convaincre. Ensuite, il est devenu Premier ministre pour la première fois en 1974, mais après il s'est barré. Parce qu'il n'aimait pas être sous les ordres de quelqu'un qu'il n'aime pas. J'ai décidé d'y mettre fin. Il a préféré devenir maire de Paris, de 1977 à 1995. Vous imaginez, pendant 18 ans. Ça reste un record jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il se permettait de frauder le métro. En fait, en vérité, il y a eu juste un souci technique dans le portillon quand il est venu tester le métro, devant les journalistes, donc il a préféré sauter pour ne pas attirer l'attention là-dessus. Eh ben, c'est loupé. C'est une des photos les plus connues de lui. Des gens, ils se sont fait des t-shirts, des fonds d'écran, des posters carrément. Il a aussi créé son propre parti politique, genre le RPR, et prenait de la popularité chez le peuple de plus en plus. Donc, assez logiquement, il a commencé à se présenter aux élections présidentielles. Mais il n'a pas réussi du premier coup. Un peu comme moi avec mon permis. C'est triste. Il a tenté en 1981, mais il a échoué au premier tour. Mais attention, en musique. Après, il a tenté une seconde fois en 1988, et il a même fait un pas de plus. Ouais, parce qu'il a perdu au second tour contre Mitterrand. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce moment de clash cultissime entre lui et Mitterrand. Que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Ah, c'est plus violent que les rap contenders. Puis, il s'est présenté une troisième fois en 1995. Genre, fallait s'accrocher. Mais bon,
Là, c'est la win. Puis il a même réussi à faire 2 mandats, parce qu'il s'est fait réélire en 2002. Bon, après, c'était contre Jean-Marie Le Pen. Je vous jure, les gens, ils étaient tellement choqués qu'il a fait un des meilleurs scores présidentiels de toute la France. En tout cas, il est resté comme un des présidents les plus connus de la France. Ah ouais, il a su séduire les Français. Jacques le séducteur. Et parlons de son côté intime à Jacques Chirac. Ah ouais, sa quéquette était très connue. Ah ouais, c'était un séducteur de ouf. Et même s'il s'est marié très jeune avec Bernadette et qu'ils n'ont jamais divorcé. Bernadette d'ailleurs, qu'il a aimé de tout son cœur. C'était un très beau garçon, grand, mince, avec beaucoup de charme. Ah, c'était un vrai homme à femme, hein, je vous jure. Ah, il en avait des maîtresses, mais bon. En même temps, soyons honnêtes, il était beau gosse. Mais bon, c'est vrai que à cause de ça, dans les années 70, il a failli divorcer. Il lui écrit des lettres, des poèmes enflammés, pousse le romantisme un soir jusqu'à rouvrir une boutique pour lui offrir un pull. La tentation du divorce a existé chez Chirac. Ah ouais, il y a une maîtresse qui lui a retourné le cerveau. Et le pire, c'est que plus tard, il draguait même devant sa femme, tu sais. Ah, il s'est fait gauler, mais en beauté. Pour cet événement unique, après, malheureusement, il s'est pas fait cramer que par sa femme. Les accusations contre lui, Jacques Chirac a été le premier président de la Ve République à être condamné par la justice. Premier et pas le dernier. Il a quand même été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Il était condamné à payer une amende de 2,3 millions d'euros. On disserte sur des faits invraisemblables. Et il a traîné tous ses procès jusqu'à son décès en 2019. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Boris Yeltsin. Et on arrive à Boris Yeltsin. Et oui, d'ailleurs, j'aime bien corriger les gens, mais on dit Boris Yeltsin et non pas Eltsine. En fait, c'est comme si tu disais Agada au lieu de Yagada. Non, vraiment. J'adore l'imiter. Alors, je sais qu'en France, il est très connu pour son fou rire avec Bill Clinton. Maintenant, dit Boris Yeltsin, pour la première fois, je vais vous dire ce que je pense. C'est vous le désastre. Messieurs les journalistes, faites attention, pas d'erreur, ne vous trompez pas sur celui qui a dit cela. Le président américain semble avoir enfin entendu ce qu'il aurait bien aimé dire, lui aussi, de temps en temps. Oh, oh, ah, il a l'air tellement cool et sympa, vraiment. Surtout qu'il y a à peine 2 ans, et il a tiré avec des chars sur la Maison Blanche russe. Oui, il était assez cool, mais c'était pas du tout un tendre. Et je pense que ça doit venir de son enfance. Parce que je vous jure qu'il a grandi dans la Hesse. Et pas dans la Hesse d'aujourd'hui, non, non. Il a grandi dans la Hesse de la Hesse de la Hesse. Tu sais, avec toute sa famille, ils ont vécu dans une chambre de 20 mètres carrés, dans un hangar. Et comme ça suffisait pas, il y avait une chèvre dans sa chambre. Vous imaginez, une chèvre. Tu sais, oui, apparemment, Taika Waititi s'est inspiré de lui pour le dernier Thor. Et il y avait de quoi s'inspirer, je vous jure. Par exemple, quand il était petit, il était très curieux. Et un jour, en fait, il a trouvé une grenade allemande. Comme ça, une vraie, hein, au hasard. Et il s'est dit, tiens, si je la démontais. Et du coup, elle a explosé dans ses mains et il a perdu 2 doigts. Et un autre point assez étrange quand il était jeune, c'est à quel point il ressemblait à l'opposant politique Alexei Navalny. Carrière politique. Pareil, on va passer assez rapidement, mais c'était un très bon ingénieur et très actif dans le Parti communiste, donc il a assez rapidement grimpé les échelons jusqu'à être muté à Moscou. Et après, une fois qu'il était presque dans le top du Parti communiste, il s'est barré. Parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez de pouvoir et de liberté dans le Parti communiste. Tu sais, c'est un peu comme Chirac, vous voyez. D'ailleurs, les deux, ils se ressemblent un peu. Yeltsin aussi, il est devenu secrétaire de Moscou à la place. Ce qui est en fait l'équivalent du maire à l'époque. Puis en juin 1991, il s'est fait élire comme président de la République soviétique de Russie. Alors oui, je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement, mais tu sais, vous imaginez qu'à l'époque c'était toujours l'URSS, et lui était président en fait d'une des républiques de l'URSS, donc de la plus grande de la Russie. C'était en fait comme si c'était une région de l'URSS, et lui c'était le président de la région. Alors que Mikhail
Mikhail Gorbatchev, il était président de tout l'URSS, donc c'était son patron. Mais à peine 6 mois après, donc en décembre 91, il signe les accords de Minsk en scred et il met la fin définitive à l'URSS. Et donc du coup, chaque ancienne république, donc chaque région devient un pays indépendant. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le premier président de la Fédération de Russie. C'est le pays qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et ben lui aussi, en tant que premier président de la Russie, il avait une bonne image aux États-Unis. Je vous jure, parfois j'ai l'impression de regarder un film de science-fiction quand je vois genre tout le Congrès américain faire une standing ovation et applaudir genre pour un président russe. Quand est-ce qu'on pourrait revenir à ça là? Mais en Russie, c'est pas tout à fait le cas, parce que économiquement là-bas, c'est toujours la merde. Je vous ai souvent parlé des années 90 dans mes vidéos. Et presque la moitié du pays le détestait. Il avait beaucoup d'opposants, et même dans son parlement. Donc en 1993, il a connu un nouveau putsch. Une révolution contre lui et sa nouvelle constitution. Énormément de gens sont partis manifester, et les opposants communistes ont réussi à entrer dans la Maison Blanche en Russie. Donc, comme Chirac, il est parti négocier armé. Sauf que lui était armé de chars. Et je vous jure, donc après c'est pas lui, mais il a ordonné à l'armée de rentrer dans le centre-ville de Moscou et de tirer sur la Maison Blanche. C'est en pleine journée comme ça. Mais c'est comme ça qu'il a réussi à garder le pouvoir et à rester président de la Fédération de la Russie jusqu'à la fin de son premier mandat, en 1996. Mais c'était quand même très compliqué pour lui. Je vous jure, à la fin de son mandat, il a perdu quasiment toute popularité. Je vous jure, il était à peine à 3% dans les sondages. Il était considéré comme un alcoolique. Et vu qu'en plus, à l'époque, les médias étaient beaucoup plus libres, ils montraient carrément à la télé des images de lui, genre complètement bourré, à des événements officiels. Dazwischen. Der Protokollchef versucht da sich einzuschalten und begibt sich Boris Jelzin rüber an alle Straßenseiten. Il lui fallait une nouvelle campagne électorale de fou pour reconquérir son public. Et ce fut la campagne électorale la plus énorme et populiste qu'on a connue en Russie. Il est devenu plus pop culture qu'Obama ou Hillary Clinton. Il a dansé, chanté et teasé quasiment avec tout le monde. Et ça a marché. Oui, parce que ça l'a fait passer de 3 à 35% au premier tour. Là c'était une percée de malade, genre un sprint. Mais malheureusement, c'est un sprint qui lui a valu un infarctus après le premier tour. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il est mort après son infarctus, mais qu'ils l'ont caché et remplacé par un double. Et donc finalement, il a réussi à se faire réélire pour un deuxième mandat en 1996. Et c'est en quelque sorte, malheureusement, son pire mandat. Il a commencé à boire encore plus, il apparaissait de moins en moins au public, il a commencé à avoir une très mauvaise réputation, des rumeurs ont commencé à raconter qu'il s'est allié avec des mafias, et surtout, son état de santé se dégradait de plus en plus. À tel point qu'il n'a même pas fini son second mandat. 6 mois avant la fin, pour les vœux du Nouvel An 2000, à la TV, il a annoncé à tout le monde qu'il arrête. Il s'est excusé très sincèrement de toutes les fautes et toutes les erreurs qu'il a commises. Et à sa place, il a nommé Vladimir Poutine en tant que président genre temporel jusqu'aux vraies élections dans 6 mois. C'était une surprise de ouf pour tout le monde, et je m'en rappelle. J'ai même une vidéo où on voit moi et ma famille fêter le réveillon et découvrir le dernier discours de Yeltsin. Новый год, да. Он будет поздравлять. Там специальное сообщение, он будет сейчас будет ввод Путина Владимира Владимировича. Собирался выслушать слова приветствия президента России. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации. Et malheureusement, il est mort en 2007 à cause de tous ses problèmes de santé.
Mais il a quand même pas mal marqué les Russes, vu que c'est le premier président de la Fédération de la Russie. Ils lui ont même construit une sorte de musée qui s'appelle Yeltsin Center à Yekaterinbourg. Et même sa tombe à Moscou, franchement, elle est assez jolie et originale. Ouais, j'y ai fait un tour aussi, avec une belle photo. Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy a été un président, comment dire, remarquable. C'est remarquable. C'est assez remarquable. C'est remarquable. C'est remarquable. Tu fais un travail remarquable. Un travail absolument remarquable. Nicolas Sarkozy de Nagiboxa. Eh ouais, c'est ça son nom officiel, je vous jure. Et bah oui, parce qu'en fait, c'est un fils d'immigrés hongrois. Ça, il y en a plein qui le savent pas. Et en hongrois, ça se prononce Sarkozy. Je vous jure, parce qu'en fait, Sarkozy, littéralement, en hongrois, ça veut dire dans la merde. Et attention, Nico, il était pas dans la merde. Hein. Ah non, bah, déjà, il est né à Neuilly-sur-Seine, à Paris. tel est notre ghetto. Ouais, apparemment, c'était ce genre de jeune avant. Mais en tout cas, ça a été le président le plus bling-bling qu'on a connu en France. Et Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, pour un seul mandat. Que je serai le président de tous les Français. Travailler plus pour gagner plus. Et surtout pour dépenser plus, ouais. Parce que ça aurait dû être ça, son véritable slogan pour la campagne présidentielle. Ah, il aimait le luxe et dépenser sans compter. T'sais, les dîners aux Fouquet's, les belles montres genre Rolex. Il passait même des vacances sur le yacht de Bolloré. Oui, actuellement, c'est un peu d'actualité tout ça, là. Déjà en 2007, 2 jours après son élection, il s'est lâché, il est parti se reposer une semaine sur un yacht de Vincent Bolloré. Ça a tout de suite créé des polémiques et ça l'a direct fait chuter dans les sondages. Genre 2 jours après son élection. Une erreur de jugement incontestable. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Du coup, il était obligé de rentrer à Paris pour manger aux Fouquet's. Oui, il s'est beaucoup fait critiquer pour son côté friqué et genre anti-pauvre. Il est même entré en clash contre les banlieues. Comme par exemple, quand il est parti à la cité des 4 queues à la Courneuve, après un incident là-bas. L'accueil est froid, il s'y attendait. Et il a lâché sa phrase culte, on va vous nettoyer au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Mais nettoyer, on n'est pas des animaux. On n'est pas une qu'est-ce qui dit ça? On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Cette phrase, elle l'a suivi, mais toute sa vie. Il y a même eu des parodies et tout. Entre le hall d'immeuble, we're gonna call Ghostbusters. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il n'a tenu aucune de ses promesses, hein. C'était le Karcher qui était devenu vaporisateur. Ah ouais, ça le clash en politique. Mais ça a été surtout le président le plus clashé dans le rap game. Je hais Sarko, donc il a une et sa mère. Oh Sarko, je connais ton fils. Alors que son fils, Pierre Sarkozy, il est devenu producteur de rap. Ouais, Pierre Sarkozy. Mon album produit par l'Elysée, LOL, que je savais pas qui était le fils de Nicolas Sarkozy. Ça m'a fait mal, quoi, ça m'a fait bizarre. Après, Sarko, honnêtement, je me dis qu'il aurait pu limite devenir rappeur, hein, parce qu'il ferme pas sa gueule non plus. Et puis souvent, limite, on dirait qu'il est prêt à se battre. Quel imbécile. Enculé! Bah descends, on peut le dire. Descends un peu. Si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Casse-toi là. Tu salis. Casse-toi là. Après, parfois, face à d'autres gens, il était obligé de la fermer. Hein? Vous vous rappelez de sa première rencontre avec Vladimir Poutine? Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Je me rappelle à l'époque, quand c'est sorti, genre, tout le monde croyait qu'ils se sont bourrés la gueule en fait ensemble et que Sarkozy a débarqué bourré à la conférence de presse. Pas du tout, non. Il s'est plutôt pris des shots verbaux et psychologiques dans la tête, ouais. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de 2 choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants. Ton pays c'est ça et le mien c'est ça. On dirait un concours de tub. Alors là, dans l'histoire, il passe pour le plus réglo des deux. Mais il n'a pas du tout été toujours un président réglo, hein. Loin de là.
Vous saviez qu'il détient le record des accusations contre un président français? Accusations. Alors tout d'abord l'affaire Sarkozy-Kadhafi, où il est accusé d'avoir été corrompu par l'ancien dictateur libyen en échange du financement illégal de sa campagne électorale de 2007. On l'accuse même d'avoir participé à l'assassinat de Kadhafi. Ensuite l'affaire Big Malion, dans laquelle il est condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de sa seconde campagne électorale en 2012. Ah ouais, toutes ces campagnes présidentielles, elles sont financées, mais on n'en parle pas. Et l'affaire Sarkozy-Azibert, dans laquelle il est condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Ah ouais, il accumule les jackpots là. Vous saviez qu'en tout, il risque 10 ans de prison avec une amende de 1 million d'euros? Il y a eu une volonté de m'humilier. Mais moi je kiffe comment il essaye d'esquiver, il est pas crédible. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Mais moi honnêtement, j'aurais préféré qu'il soit innocent. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné ma nationalité française. Et du coup je flippe, je me dis, s'il se fait attraper en tant que pire président, c'est quoi, on va me l'annuler? Dmitri Medvedev. Et on arrive à Dmitri Medvedev, qui a été un président russe furtif. Je suis sûr qu'il y en a plein même qui se demandent, genre, mais quand est-ce qu'il a été président? Parce que dans l'état d'esprit de plein de gens, c'est Vladimir Poutine qui est président de la Russie depuis 22 ans. Il a presque battu le record de Staline. Eh ben non, parce qu'officiellement, il avait fait une petite pause. Parce qu'en 2008, Poutine avait déjà fait ses 2 mandats présidentiels. Donc, il ne pouvait plus se présenter à nouveau. Parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats d'affilée. Donc, il a décidé de faire une pause pour reprendre 4 ans après. Donc, il lui fallait placer un président pour patienter. Une sorte de président marionnette. Mais attention, c'est pas une marionnette qui prendrait son indépendance. Une marionnette de confiance. Et donc là, il s'est rappelé de son ami de confiance de Saint-Pétersbourg. Comment Medvedev a connu Poutine? Alors, Medvedev venait d'une famille d'intellectuels. C'est un fils de prof. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que son père était prof à l'université de Saint-Pétersbourg, pile à l'époque où ma mère étudiait là-bas. Mais Dimitri, lui, il a étudié dans une autre université. Et apparemment, il a toujours été assez moyen en études. Mais très lèche-cul des profs. Anatole Sobchak, un de ses profs à l'université, l'a beaucoup kiffé pour son implication et sa fidélité. Et ce prof ensuite s'est présenté aux élections du maire de Saint-Pétersbourg. Et du coup, il a pris Medvedev comme conseiller pour sa campagne électorale. Et Sobchak a gagné. Il est devenu maire de Saint-Pétersbourg. Et du coup, pour le remercier, il a pris Medvedev comme conseiller du maire. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Poutine, car il travaillait déjà à la mairie. Et ils sont assez rapidement devenus potes très proches. Et ils ont partagé beaucoup de confiance. Et c'est cette confiance qui lui a valu le poste du président. Et oui, en fait, il est devenu président à 42 ans. Et donc, il fait partie aujourd'hui des 5 présidents les plus jeunes au monde. Ah ouais, Medvedev, quand il est devenu président, genre, même lui, il y croyait pas. On dirait genre comme un gosse à qui tu prêtes une PS5 pour une semaine. Ah, il a essayé d'en profiter au maximum. Il a profité comme il voulait, et surtout dans les domaines qu'il kiffe. Les gadgets. Il était très moderne, surtout pour un président. Il adorait les gadgets. Il s'est fait offrir un iPhone par Steve Jobs quand ils se sont rencontrés. White iPhone, speakerphone. Il a même ouvert un compte Twitter quand il était en Californie, et il a aussi viré des politiques du gouvernement qui ne savaient pas utiliser un ordinateur. Cinéma. Il est devenu assez pote avec Schwarzenegger quand il était gouverneur de Californie, mais lui, il le voyait plutôt comme Terminator. Je vous jure, il était fan des films hollywoodiens. Il a même lui-même tourné dans un film russe pendant qu'il était président. C'est trop chelou, aucun président fait ça normalement. Bon, après, heureusement, il a joué son propre rôle, mais quand même, lui, il voulait pas un prix Nobel de la paix, non, il voulait un Oscar. Il y a des gars aussi qui ont déliré vu qu'il était sur fond vert. И удачно. Для того, чтобы они были здоровы, у нас богатая и древняя история. И мы по праву. La danse. Ah ouais, il adorait danser. Il a même fait un gros buzz avec un mec qui l'a filmé en scred à une soirée en train de danser. Il a été parodié de partout après. À l'époque, bizarrement, on avait le droit de se moquer du président. Après, il y a des rumeurs qui disent que cette vidéo a été partagée exprès par des services secrets, genre pour le décrédibiliser. Parce qu'en fait, il commençait à prendre pas mal de popularité chez le peuple. Il fallait pas non plus qu'il reste président. Non, c'est un seul mandat. François Hollande. Mes chers compatriotes, on arrive au dernier président qu'on a connu, avant Emmanuel Macron.
et je parle d'eux, et j'imite très mal François Hollande. François Hollande a été élu en 2012, il a gagné contre Nicolas Sarkozy, et il n'a fait qu'un seul mandat. Ah oui, lui aussi, il a rencontré et négocié avec Poutine, tiens. Il manie à la fois forme de courtoisie, je ne dirais pas dire d'élégance, mais de brutalité. À partir de là, dans les négociations, je pense que Mme Merkel avait besoin que, sur l'Ukraine notamment, ou sur d'autres sujets, elle ne se retrouve pas seule. Et la France n'avait pas intérêt à la laisser seule. On dirait qu'il a été un peu plus habile que Sarkozy, hein. Mais il n'a pas toujours été habile. Et en même temps, je le comprends tellement. Puisqu'il y aurait davantage encore d'emplois possibles. Tout sur le plan d'investissement. L'engagement de la France, de la diplomatie. Je vais rester sur des... C'est la première fois que je viens. C'est pas grave. On l'a beaucoup présenté comme ça, quand un mec empoté et maladroit. Dans Les Guignols, par exemple, il prenait trop cher. Mais malgré ça, il était séducteur de ouf. C'est incroyable. On dirait que tous les présidents français, c'est des chauds lapins. Dès le début de sa carrière politique, déjà, il a pécho Ségolène Royal. À ce moment-là, il y ait peut-être moins de problèmes de vie privée, mais plus de problèmes affectifs. Je crois qu'il va falloir compenser en intensité ce que l'on n'aura plus à donner en quantité. C'était le premier couple politique en France. Après Ségolène Royal, il a eu Valérie Trierweiler. Et après Valérie, il y a eu le scooter. Non, il n'a pas pécho un scooter. Vous vous rappelez de cette affaire magnifique? Tu sais, quand on l'a cramé, quand il est parti voir sa maîtresse, l'actrice Julie Gaillet, tu sais, sur son scooter, avec des croissants. Ah, ils en ont même fait un jeu vidéo. Tu dois en fait rejoindre Julie Gaillet en esquivant les paparazzis et ses ex-campagnes. Et quand le paparazzi explique comment il a cramé, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que quand il sortait de l'Elysée, il passait par le souterrain jusqu'à l'hôtel Marigny. Il sortait en scooter dans la rue du Cirque, il allait jusqu'à cette porte-là. On savait qu'ils se voyaient, mais nous, on comprenait pas comment il pouvait sortir. C'est incroyable. Le président avait un passage souterrain pour pécho une meuf. Mais même Staline l'a pas fait. C'est de là que ça vient l'expression, genre pécho en soum-soum. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai rencontré une fois, et c'était quand il est venu voir Julie Gaillet, justement. Mais bon, à l'époque, il était déjà plus président, et leur relation était officialisée. Genre, croiser un ancien président, c'est un peu comme croiser un ancien prof. T'as beau avoir des mauvais souvenirs, mais quand tu le vois comme ça, dans la rue, sans défense, tu sais, tout qui disparaît, t'as juste envie de lui serrer la main et sourire, tu vois. Et finalement, comparé à certains présidents, il a laissé plutôt une bonne image et des bons souvenirs de lui. Un peu à la Gorbatchev, parce que même s'il a fait des erreurs politiques, il a quand même essayé d'apporter beaucoup de changements. En tout cas, lui, il était vraiment pour la liberté d'expression. Et il n'a quasiment jamais censuré de moqueries sur lui-même. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Où qu'on le fasse, c'est de le faire comme on l'entend, en liberté. Et le seul conseil que je peux vous donner, gardez la liberté. Prenez cette liberté. Ça doit être marquant à vie d'avoir été président quand même. C'est sûr qu'ils ont connu des secrets qu'ils sont obligés de garder jusqu'à la fin de leur vie. Moi, quand j'étais petit, ce qui est marrant, c'est que j'ai rêvé d'être président. Parce que moi, en fait, je pensais que genre le président, c'est la meilleure personne du pays. C'est pour ça qu'il dirige tout le monde. Ouais, plus tard, j'ai appris que c'est pas du tout le cas. Et même si on garde de la sympathie pour les anciens présidents, finalement, c'est juste une sorte de nostalgie qui s'installe. On se rappelle surtout des bons moments. Mais moi, je pense qu'on peut pas rester une bonne personne en ayant accédé au poste présidentiel. Non, c'est trop sale, ces histoires. Tout ce qu'ils ont dû faire comme sale coup, c'est pour y arriver, pour le rester, et après pour pas prendre de peine de prison. Alors, n'oubliez pas de me dire, vous serez le président de quoi, hein? Et est-ce que vous y arriverez? Moi, je suis le président des Yagada. Donc, en tant que président, je vous serre la main à tous. À tous, sauf un. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires gentils sur mon état de santé. Genre, ça va beaucoup mieux. Et vous avez compris, je reprends un peu le rythme de travail, là. Donc ça y est, la prochaine vidéo va arriver vendredi prochain. Mais vous pouvez vous remater les anciennes vidéos pour que ces quelques jours passent encore plus vite. Et pour que la prochaine vidéo arrive, mais vraiment, mais très bientôt.